qu'est-ce que c'est la donnée et quel type de données on peut aller chercher et pas aller chercher. Donc, la donnée aujourd'hui, elle est présente partout, comme vous le savez, et il y a plein d'outils qui permettent de la miner directement sur Internet, sur des annuaires, sur LinkedIn, sur toutes sortes de réseaux sociaux. Et cette donnée-là, forcément, aujourd'hui, elle est encadrée dans l'aspect prospection commerciale. Et c'est tout ce qui est arrivé. Alors, les RGPD, ça a commencé quand? C'était 2017, non? 2018. 2018, ah ouais, tu vois. Donc 2018. Et c'est vrai qu'on a un marché européen qui est un peu différent aussi du marché américain, parce que les Américains peuvent se permettre plus de choses en termes de règles de données, quoi. Même s'il y a eu des grosses évolutions là-bas aussi. Moi, pour la petite histoire, la donnée avant, je pouvais la capter n'importe où et faire un peu n'importe quoi. On pouvait prendre toutes vos données personnelles sur Facebook, sur Instagram. C'était pas forcément très bien encadré. Et donc depuis 2018, tous les on va dire les gros hackers, comme on les appelle dans le métier, donc les gens qui vont essayer de capter, de bien segmenter les prospects et tout, ils ont eu beaucoup de changements. Il y a eu dans le B2C. Avant, on avait l'habitude de prendre des énormes bases de données et d'aller miner en masse sur le Facebook, Instagram par exemple. Et finalement, après, toutes ces solutions-là, elles ont été progressivement interdites. Et du coup, ça a changé beaucoup la donne, techniquement parlant, dans le stack utilisé, donc dans les outils utilisés. Et c'est pour ça que, notamment dans le growth, il y a beaucoup de gens qui sont tournés après vers l'aspect B2B, parce qu'on va en parler, je vais te laisser un peu expliquer, Raphaël, mais dans le B2B, finalement, ça reste encore intéressant. C'est la donnée B2C, donnée personnelle, qui est vraiment protégée. Et du coup, ça nous laisse le droit de toujours scraper, enrichir, trouver des mails professionnels, ce genre de choses. Mais c'est limité au B2B. Donc voilà. Donc, c'est un point hyper important et qui a fait énormément évoluer comment on fait les choses dans le métier de gros hacker. Donc voilà, je te laisse un peu la parole, Raphaël, sur la partie technique du RGPD. Ah, mais ce que tu dis est juste, hein, je vais te dire un truc qui va te faire rire, c'est que, en fait, tout ce que tu as dit est juste, mais en fait, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, le RGPD, c'est pas ça qui existe, qui a mis en place la réglementation de la prospection commerciale. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, là où ce qui est amusant, c'est justement que tu dis qu'avant, on pouvait faire n'importe quoi et que c'est depuis 2018 que ça change. Ce qui est, en fait, la réalité, c'est qu'en fait, depuis 1978, donc depuis 2002, on ne peut pas faire n'importe quoi en termes de prospection commerciale. Parce qu'en fait, ça vient d'une directive de 2002 et pas du RGPD. Et en fait, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2018? Parce que c'est vrai que c'est depuis 2018 qu'on se rend compte qu'il y a une réglementation de prospection commerciale, alors qu'elle existe depuis maintenant 25 ans. C'est qu'en fait, le RGPD, c'est quoi concrètement? Donc, c'est une législation qui... Il faut savoir déjà que le RGPD, c'est une législation sur la protection des données. Et en fait, il en existait déjà. D'accord? C'est pas quelque chose qui est nouveau. En France, ça existe depuis 78. En Europe, depuis 95. Et justement, c'était une directive en Europe. C'est-à-dire que la différence directive-règlement, c'est que règlement, c'est comme une loi fédérale, globalement. Ça s'explique, ça se met en œuvre de la même manière partout pareil, que ce soit en France, en Bulgarie, en Allemagne. Une directive, il y a des changements. D'accord? Donc, tout ce qui est protection des données, en fait, il y a eu un règlement qui a été mis en place et qui a changé les sanctions pour manquement au respect de la protection des données. Et dedans, tu as un agrégat qui est lié à la prospection commerciale, évidemment. Mais c'est des lois qui vont dire, on va dire, c'est comme si tu avais un tronc commun, c'est le RGPD, et tu as des choses qui peuvent se lier comme ça, et notamment tu as cette directive. Et cette directive, donc elle est soumise aux sanctions que tu avais dans que tu as dans le RGPD et qui ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que je passe d'une sanction qui est maximum 150 000 € à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial de ta boîte. Ouais, c'est ça en fait qu'il faut que moi j'ai pas expliqué. C'est en fait c'est les sanctions qui ont rendu les textes vraiment très comment on dit applicable presque, parce que c'est vrai que si tu n'as pas ça, si tu n'as pas de contrainte, un texte il vaut rien. Ouais. Voilà. Et en fait, finalement, 150 000 €, notamment pour les et de contrôle. Et de contrôle, ça vaut à peu près rien. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout dans la même logique. Et puis en plus, il faut savoir que la logique des personnes a changé.
C'est-à-dire qu'avant, tu pouvais faire de la prospection commerciale, ça passait, globalement, tout le monde, c'était à peu près accepté, etc. Aujourd'hui, pas du tout. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas ça, surtout en B2C. Donc, clairement, il y a une distinction. Et c'est là que, notamment, donc, tu arrives à la distinction que tu disais tout à l'heure. Effectivement, il y a une réglementation qui est beaucoup plus poussée aujourd'hui. Il y a des sanctions qui sont beaucoup plus fortes. Et en fait, il y a une distinction qui existe effectivement en France entre le B2B et le B2C. Parce que si on entre après vraiment, on va dire, dans la technique, RGPD, la prospection commerciale, la règle, c'est quoi? C'est tout le monde connaît l'opt-in, le consentement préalable. Ouais. Opt-in ou pas ou, le consentement préalable, c'est déjà la case à cocher. D'accord? B2C, il faut toujours la case à cocher, pour faire simple. Évidemment, il y a des exceptions, mais globalement, le principe, c'est tu ne peux pas prospecter sans opt-in. En B2B, c'est pas vrai. En B2B, justement, tu n'as pas besoin d'opt-in, ce qui change tout. Mais ce qui est amusant, c'est que le droit dit ça, et après, il y a la perception, et le droit et la perception des gens. Pourquoi je dis ça? C'est parce que le droit dit pas d'opt-in, donc ça veut dire que tu peux typiquement faire ce que tu disais, aller faire du scrapping, aller faire du growth hacking vers des personnes que tu ne connais pas en B2B, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, on se rend compte que si tu ne respectes pas les règles, et c'est-à-dire les règles, c'est bien informer la personne sur les sources, comment tu as eu la data, etc., tu peux avoir des problèmes. Parce que les gens pensent, même qu'en B2B, ils sont concernés par l'opt-in. Et donc, maintenant, de plus en plus, on le remarque, c'est que tu prospectes en B2B, tu vas en avoir 1 sur 100 qui va te dire « je comprends pas, qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi vous m'envoyez de la prospection et compagnie ». Donc là, il y a un travail de pédagogie à faire. Il y a un gros travail de copywriting dans tes campagnes, du coup, pour pas agresser. Alors, il y a un travail de copywriting et normalement, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en termes de prospection commerciale, on a parlé de l'opt-in, c'est l'une des règles, mais c'est pas la seule. En fait, tout le monde va mettre l'opt-in, donc c'est demander l'autorisation pour faire de la prospection. Donc, on a dit B2B, il n'y en a pas, B2C, il y en a. Mais néanmoins, ça ne veut pas dire qu'en B2C, qu'en B2B, il n'y a pas de règles. Les règles à respecter, c'est d'abord l'opt-out, c'est-à-dire le fameux bouton se désabonner. Ça prend cette forme-là, ça peut prendre d'autres formes, mais concrètement, tout le monde le comprend bien avec la bouton se désabonner. Mais c'est pas tout, et c'est là que je vais en venir. C'est que normalement, vous devez aussi informer sur les sources. Parce que si tu as collecté la donnée indirectement, c'est-à-dire pas via la personne, donc typiquement, je suis allé sur LinkedIn, j'ai vu un profil d'un prospect qui me plaît, je l'ai entré dans mon CRM, je n'ai donc pas eu cette info directement, je l'ai eu indirectement. Donc, je dois mettre la source de la data, d'accord? Et en fait, nous, on le fait, typiquement, on dit, on a eu vos données soit via LinkedIn, soit via un truc public, soit via du drop contact, j'en sais rien. Et pourquoi on est obligé de le préciser de manière claire ou tu peux le faire, par exemple, comme on fait nous. Salut, j'ai vu, je prends contact avec toi parce que j'ai vu ton profil sur LinkedIn. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien si c'est vrai. Ok. Mais voilà, mais la question, c'est que sur LinkedIn, tu peux ne pas avoir l'adresse email, par exemple. C'est ça, c'est exactement ça. Parce que en fait, l'adresse email, par exemple, elle a été trouvée par enrichissement derrière. Exactement. Et donc, en fait, tu lui dis que c'est via LinkedIn, mais en fait, il va te dire, c'est bien de le dire, mais en fait, je pense pas. Donc, ça veut dire qu'il faut lui dire, par exemple, de ce qu'on dit, c'est qu'on utilise des outils effectivement autorisés par la CNIL d'enrichissement, en plus de LinkedIn et compagnie. Et ce qui fait que ça, nous, depuis qu'on a mis ça, on n'a plus trop de problèmes de prospection. Avant, on avait des gens qui nous embêtaient. Depuis qu'on met toute l'information, on n'en a quasiment plus. Et en gros, c'est 1 sur 100 qui n'a pas lu le paragraphe et qui demande l'info, on lui fait copier-coller, on lui envoie globalement. Mais donc, ça a vraiment eu un impact réel sur notre manière de prospecter. Ça n'empêche pas qu'ils peuvent des fois quand même te foutre en spam. Ça n'empêche pas. Si tu fais... Non, ça, de toute façon, à partir du moment où tu fais de la prospection, il faut l'accepter, quoi. C'est ça, il faut l'accepter. Voilà, mais déjà, si tu respectes les règles, tu peux accepter de te retrouver face à des gens qui ne les connaissent pas et qui se sentent agressés, mais au moins, tu fais ça de manière toute safe. Mais ça change quand même beaucoup de choses. Ok, super intéressant. Et alors, techniquement parlant, après, quand tu rentres dans les différents types de données que tu peux aller chercher, parce que là, tu as différents niveaux. Par exemple, sur le mail, pour que le mail soit qualifié professionnel, il faut que ça soit, par exemple, moi, @conquistador.io à la fin. Mais tu as des problématiques aussi. J'aimerais bien avoir ton avis dessus. Par exemple, quand tu vas prospecter des freelances qui, en fait, ont des adresses mail perso, mais qui sont des professionnels. Comment on fait?
Alors complètement, ça c'est le problème, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, en gros, pour que tout le monde comprenne c'est quoi le sujet, c'est que tu as une base de données, de je sais pas, 1000 personnes, et dedans, tu en as qui sont forcément pros, parce qu'il n'y a pas de débat, parce qu'effectivement, c'est @conquistador ou @dpo. Il y en a, on ne sait pas. C'est du Gmail, c'est du Outlook et compagnie, et ça peut être du professionnel comme ne pas être du professionnel. Là, en fait, de toute manière, il n'y a pas 36 solutions. C'est-à-dire que soit tu es sûr que c'est son adresse pro, à la fois pro et perso, parce que par exemple c'est de la restauration et qu'ils ont beaucoup de genre de choses, que c'est du freelance, que c'est du machin, ça peut passer. Néanmoins, moi je recommanderais de pas faire par exemple de pas avoir des bases de 10 000 personnes avec ça, parce que pour le coup, surtout si on les a passées, en gros c'est le coup à justement ne pas le savoir et peut-être tomber dans le piège. Il y a des boîtes qui se sont fait taper dessus là, c'est pour ça, hein, parce qu'en fait, ils avaient des fichiers de plusieurs milliers de personnes. Ils se sont dit, bon, ça doit être du B2B, on s'en fiche. Ils ont prospecté, ils se sont fait taper dessus et ils sont un peu moribonds aujourd'hui. Je peux en montrer un en live là et tu me dis. Ouais. Et donc, en gros, il faut être plutôt moins sûr. Nous, ce qu'on fait, hein, je ne vais pas te mentir, nous, ce qu'on fait, c'est que globalement, on les exclut d'office pour ne pas prendre le risque. Il y a des cas très particuliers, comme je te l'ai dit, par exemple, les mandataires en immobilier, effectivement, tout ce qui va être, donc on l'a dit, restauration et compagnie, où là, ça peut marcher, mais si on le fait, c'est vraiment à petite échelle parce qu'on est plutôt sûr de ne pas se planter, quoi. Sinon, c'est dangereux. Et méfiez-vous d'ailleurs, parce que la problématique, là, on parle, vas-y, montre-moi, hein, mais on parle problématique mail, mais c'est la même problématique pour les numéros de téléphone. Exactement, mais justement, là, en fait, c'est un outil il s'appelle eMiner. Et en fait, c'est un outil qui te permet de scraper Google, soit les numéros de téléphone, soit les emails, tu vois. D'accord. Et ça scrape, en fait, c'est toi qui lui donnes à manger, en gros, les sites web que tu veux. Tu vois, et tu as vraiment tout type de sites web, de TikTok, Instagram, Pinterest, Indeed, tout ce que tu veux. Beaucoup, beaucoup de choses. Et même des universités, tu vois. C'est chaud. Celui-là, il est un peu pirate. Et là, par exemple, j'ai mis LinkedIn. Donc, tu peux choisir même LinkedIn user ou compagnie. Et tu peux même choisir pays par pays. Donc là, j'ai mis United States, par exemple. Et là, dans, par exemple, les wine buyers, donc les vendeurs de vin, il y en a beaucoup. Là, c'est le cas pratique pour un client, mais il y en a beaucoup qui sont des professionnels. Enfin, ils sont tous pros là, mais le problème, c'est qu'ils utilisent des adresses mail, entre guillemets, perso. Et du coup, tu vois, tu peux rentrer avec cet outil les différents, plein de messageries. Et cet outil va te permettre, regarde, tu vois, c'est assez sympa en plus, parce que visuellement, c'est fun. Ça fait un petit Pac-Man qui va dans la recherche, tu vois, et qui arrive en fait de page en page. Ouais, je vois. Et en fait, il est allé voir, il a visité les premières pages, je ne l'ai pas fait tourner longtemps, et tu peux récolter des dizaines de milliers d'emails en très peu de temps sur les réseaux. Et à la fin, il te sort du coup, en termes de data, il va te sortir quelque chose comme ça, vu. Tu vois, il va te sortir le mail de la personne, le titre, pour qui elle bosse. Où est-ce qu'elle est basée, son LinkedIn. Et cette donnée-là, après, tu peux forcément l'utiliser pour aller prospecter. Alors, mais est-ce que c'est permis? Ouais, alors effectivement, bonne question. En fait, là, tu soulèves indirectement un autre sujet lié à la prospection, qui est le sujet des outils, justement. Parce qu'en fait, il faut savoir donc différentes choses. La première chose, c'est que typiquement, tu as le droit d'utiliser des données à partir du moment où, notamment, elles ne sont pas confidentielles. D'accord? Donc, par exemple, là où je veux en venir, c'est que sur LinkedIn, si je décide de ne pas mettre mon adresse mail perso ni mon numéro de téléphone perso, s'il est scrappé via un outil, ça ne veut pas dire que tu as le droit de l'utiliser. Exactement. Là, dans ce cas-là, c'était des emails qui étaient présents sur les profils. C'est les gens qui les ont mis en public. Alors là, c'est autre chose. Effectivement, par exemple, si tu cibles LinkedIn et que tu es sûr, via cet outil, que ça ne prend que ce qui est public et pas ce qui est derrière,
Parce qu'il y a des Ouais. outils qui permettent de voir ce Il y qu'il en y a a. qui font. Ouais. Si tu es sûr que ce soit le cas, qu'eux, ils s'engagent à ne faire que ça et qu'ils ne font rien d'autre, là, j'ai pas de sujet, c'est des données qui sont de façon publique. Ouais. Donc, j'ai pas de sujet, ils les diffusent, ils les divulguent pour qu'ils soient contactés à niveau professionnel, il n'y a pas de sujet. Là, dans ce cas-là, pas de sujet. Le sujet, il est plutôt si tu as un outil, et il y en a, qui vont avoir des numéros de téléphone pro, des adresses, enfin perso, pardon, enfin tu n'en sais rien justement, mais des téléphones mobiles, en tout cas des téléphones mobiles, donc tu n'en sais rien, et des adresses qui sont plutôt perso, et il y a des outils qui, pour le coup, vont choper l'information qui n'est pas confidentielle. Tu vois, par exemple, moi, mon adresse perso ou mon numéro perso, il n'est pas sur LinkedIn. D'accord ? Si tu le trouves via un outil, bah, c'est que l'outil, il va prendre ce qu'il n'a pas le droit de prendre. Et dans ce cas-là, bah, de toute façon, il y a plusieurs problèmes. Il y a un problème d'outils qui, de toute façon, en fait, ne respectent pas les conditions d'utilisation de la plateforme, qui interdit certainement ce genre de choses. C'est la première chose. Mais en plus, pour le coup, tu as utilisé une donnée qui n'est pas légalement acquise, qui est confidentielle et qui a de grandes chances, pour le coup, d'être une personnelle. Et donc, tu prends énormément de risques à l'utiliser. Encore une fois, par contre, si ton outil, tu es sûr qu'il ne prend que les données qui sont en public sur ces sites pro, bah, c'est en public sur des sites pro. Voilà. Parce que là, c'était ma question. Par exemple, tu peux faire la même chose, exactement ça, avec un Instagram ou TikTok. Ou finalement. Non, là, c'est jamais de la vie. Ouais. Parce que sauf si tu es sûr que ce sont des pages pro, ça existe. Ouais, mais il y a des comptes pro sur TikTok. C'est pour ça. Mais ça dépend, il faut être sûr. Et c'est pour ça que sur une liste de 10 000 personnes, ça ne marche pas. Surtout avec des outils qui te scrapent à l'échelle, tu ne vas pas aller regarder chaque. Exactement. C'est pour ça que, par exemple, je ne vais pas faire leur pub, mais typiquement un drop contact, ce qui les empêche de se faire taper dessus par la CNIL, c'est que typiquement, eux, ils ne prennent que ce qui est. Déjà, bon, ils ne vont pas scraper les adresses pro. En fait, ils les reconstituent. Il y a des algorithmes, d'accord ? Donc, déjà, il n'y a pas ce sujet d'aller choper des informations qui ne sont pas légales, enfin, qui sont confidentielles et compagnie. Et ensuite, il y a l'aspect téléphone, et eux, ils ne prennent que les numéros de téléphone qui sont effectivement en ligne sur les trucs pro. Et donc, tu n'as aucun risque d'avoir un téléphone qui n'est pas pro. Ouais, exact. Pour ceux qui ne connaissent pas Drop Contact, c'est une solution française d'enrichissement qui est juste là. C'est écrit comme ça, et vous pouvez aller tout simplement nourrir Drop Contact avec les bases de données que vous scrapez. Donc là, par exemple, moi j'avais été sur le LinkedIn Sales Navigator, donc c'est les filtres LinkedIn, et tu peux exporter de la donnée à partir de là avec notamment des outils comme Phantom Buster par exemple. Et à partir de là, tu donnes à manger à Drop Contact, et Drop Contact va sortir énormément d'informations sur les personnes en question. Imaginons que tu n'as que leur LinkedIn, ça va aller chercher le mail, ça va aller chercher la boîte pour laquelle elle bosse, le CA que fait l'entreprise, le numéro de tiré, etc. Il y a vraiment quand même beaucoup d'informations. Et tu peux le faire à l'échelle avec des grandes listes comme ça que tu as enrichies, ou tu peux même aller faire des recherches uniques, ou même des intégrations CRM. Ça, c'est vraiment le top maintenant. Mais voilà, donc ça, c'est Drop Contact. Et eux, ils sont RGPD friendly. Et c'est vrai, le grand avantage, c'est que pour le coup, tu n'as pas ce risque-là d'avoir des données. Voilà. Donc attention, en fait, ce que disait Camille, en fait, le vrai point, c'est attention aux outils que vous utilisez. Parce qu'en fait, le principe, non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, le principe, c'est quoi ? C'est quand je fais moi, en tant que responsable du traitement, c'est-à-dire de personne qui veut faire de la prospection commerciale pour mon activité, j'ai des obligations. Et cette obligation-là, c'est, on l'a dit, respecter les règles de prospection commerciale, mais pas que. C'est aussi contrôler mes prestataires techniques. Et c'est-à-dire que normalement, je dois, moi, m'assurer que mes prestataires techniques sont conformes au RGPD. Et oui, pas mince à faire. Parce qu'il y en a qui vous disent que c'est le cas alors que ce n'est pas le cas, etc., etc. Mais bon, on veut dire que la limite, c'est leur problème. Mais normalement, vous devez vérifier que vous avez un outil conforme. Et donc, c'est compliqué si demain, par exemple, vous avez un outil qui fait n'importe quoi. Typiquement, il peut y avoir des outils américains parce qu'eux, ils en ont à peu près rien à faire. Par exemple, Call CRM a disparu du marché européen. Et Call CRM, c'est un bon exemple. Call CRM, c'était un outil qui permettait de choper des données un peu n'importe comment pour faire de la prospection un peu n'importe comment, sans respecter les règles, et notamment savoir si c'était du B2B, du B2C et compagnie. Ils ont eu droit à une petite émission spéciale par Élise Lucet. L'application a évidemment disparu.
du jour au C'est lendemain. dommage, c'était bien, c'était pratique. Ah ben ça, c'était très bien, hein, mais il y en a d'autres que je cite pas qui font aussi des choses pas très bien. Et voilà. Mais tu sais qu'ils n'ont pas totalement disparu parce qu'ils ont simplement renommé la société. Je sais. Data Rosa, on s'appelle maintenant. Et ils ont conservé malgré tout la solution. Et en plus, ils sont de nouveau disponibles sur le marché européen, alors qu'ils avaient été disponibles pendant longtemps uniquement aux États-Unis. Ouais, je sais, mais à mon avis, bon bref, à Ouais, mon ils vont avis, se faire torpiller, c'est sûr. ils vont se faire topier parce qu'il faut savoir qu'en plus cette année, la CNIL a dit que pour l'année 2022-2023, son cheval de bataille, c'est la prospection commerciale. Ouais. Donc typiquement, il va aller voir les outils qui ne respectent pas comme eux et ils vont les massacrer. Ouais. Et là, il y en a beaucoup d'outils parce que ça a été, là, on va dire les 4-5 dernières années, c'est vraiment là où sont sortis le maximum de SaaS, donc de logiciels qui permettent de... Mais nous, on en accompagne plusieurs. Hein. Évidemment, je ne veux pas faire la pub, mais ils sont évidemment formidables vu qu'on les accompagne. Et RGPD Compliant. Mais en gros, il y a Pledzi, il y a Faro et Scali. Et ça, c'est les trois qu'on accompagne dans ce domaine-là. Et c'est vrai que eux, ils ont tout compris. Hein, donc, leur motif, c'est de respecter le RGPD. Et donc, ils s'assurent que tout ce qu'ils font est parfaitement conforme. Et j'ai une question maintenant, parce que là, tu vois, on a pas mal parlé du scrapping. Et j'avais vraiment une question en termes de stockage de données. C'est vraiment une deuxième partie hyper importante. Nous, par exemple, pour être franc, hein, il y a certains moments, sans trop y penser, tu as laissé les listes enrichies de tes prospects, tes listes de prospection dans ton Google Drive, parce que tu vas ouvrir le dossier une fois tous les 4 matins, enfin, pas tous les 4 matins, et tu as forcément dans un Google Drive d'une boîte qui fait de la prospection, tu vas retrouver des fichiers qui sont censés normalement être supprimés, si je ne me trompe pas. Ouais, alors effectivement, là, tu soulèves un sujet qui peut par moment faire peur, mais effectivement, c'est la durée de conservation des données. En fait, et voilà. En fait, il faut savoir, et tout ce que tu dis est juste, c'est que déjà, le principe, c'est que tu peux conserver des données de prospection commerciale que 3 ans à compter du dernier contact avec la personne. Okay. Ça veut dire que tant que tu es client. Si demain, je m'arrête d'être client, et ben pendant 3 ans, tu as le droit de m'envoyer de la prospection commerciale, sauf si je m'y oppose au bout d'un moment. Ok. D'accord. C'est 3 ans, tu vois, bon, ça va. 3 ans, et c'est 3 ans. Et si, par exemple, je reviens et que je rachète un truc, ça repart pour 3 ans. Ok. Et il y a une règle comme quoi tu dois prévenir le fait que tu stockes cette donnée. Alors, en fait, ça, c'est... Je vois ce que tu veux dire. Il y a des personnes qui font ça et c'est une erreur. D'accord. Je m'explique. Okay. Ce que dit le RGPD, c'est que et ça, c'est très intéressant que tu dis ça parce qu'en fait, il y a des, justement dans nos clients, il y a leurs concurrents qui ont fait ça et ils ne comprenaient pas pourquoi. Et ils nous ont demandé, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passait, c'est que eux, ils font de la prospection commerciale, ils vont prendre des bases qu'ils vont fournir à leurs clients et la question c'était, est-ce qu'ils doivent informer les gens qu'ils constituent des bases et compagnie. Bon, il se trouve que déjà les 3 quarts, en fait, ils n'ont pas de base en réalité, puisqu'en fait, ils font des appels à des bases. Donc, en fait, de toute manière, ils ne font pas de base, donc le problème de base est réglé. Mais on va dire le RGPD, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le responsable du traitement informe les personnes de la prospection qui veulent mettre en place au moment de la communication. Donc, ça veut dire que typiquement, vous êtes un outil comme Faro et compagnie, vous n'êtes pas responsable du traitement, vous êtes sous-traitant. Donc, déjà, vous n'êtes pas concerné. Ok. Voilà. Et ensuite, par contre, ça veut dire que le client, la personne qui utilise l'outil de prospection commerciale, elle, oui, elle doit informer, mais au moment justement de la première communication. Et c'est pour ça que je te dis qu'il y a le pavé à mettre. Ouais. Ou dans le pavé dans lequel je dis comment j'ai eu l'info, enfin la source, et je dis que, en gros, le mieux, c'est de faire après, nous, ce qu'on fait, c'est on fait un renvoi vers notre politique de confidentialité en disant, voilà, on utilise vos données pour ça, pour plus d'informations, cliquez là-dessus, et ça le renvoie vers la politique de confidentialité. Autant te dire que 90% du marché n'est pas aux normes là-dessus. Ah, de toute façon, sinon on n'existerait pas. Hein. 90% des marchés est nul RGPD. Hein, donc, voilà, donc, clairement. Hein, donc ça, c'est clair. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça, c'est un sujet. Donc, je recommence. Durée de conservation, 3 ans après le dernier contact. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai une base de données, elle a plus de 3 ans, qu'est-ce que je fais? Ouais. Oui. T'as intérêt à mettre des mémos techniques. C'est ça, c'est pour ça que le mieux, c'est, par exemple, on a des clients qui font ça, hein, c'est à 3 ans. Moi, c'est automatisé dans le CRM. Ouais, voilà. En gros, 2 semaines avant ou 1 mois avant,
on te dit, tu arrives au bout des 3 ans, si la personne ne s'est pas opposée déjà depuis, hein, parce que si elle s'est opposée, de toute façon, tu n'as rien à faire. Et donc, imaginons, elle a accepté de recevoir de la prospection commerciale, elle n'a jamais rien fait pendant 3 ans. À 3 ans, moins 1 mois, on te dit, et dans ce cas-là, tu peux envoyer un mail à toutes ces personnes-là disant, voilà, on a vos infos, est-ce que vous acceptez qu'on les conserve encore à des fins de prospection commerciale? S'il dit oui, ça repart pour 3 ans. S'il dit non ou qu'il dit rien, ça s'arrête. Tu supprimes. Exactement. Mais nous, on a déjà vu ce sujet-là, parce qu'on a on a un client qui est venu et qui nous a dit, voilà, je viens d'acheter une société, dans le fonds de commerce, il y a une base de données de 1 million de personnes, voilà, parce que c'est notamment de ça que j'ai racheté, mais ça date de 2015. En fait, le problème, c'est que ta base, tu t'es fait voler, en fait, tu as acheté une base qui vaut rien. Ouais, là, c'est la mauvaise nouvelle. Là. Ah ouais. Tu as dépensé 100 000 balles pour rien, quoi. Globalement, tu as acheté une base qui n'est inutilisable, qui ne t'a pas le droit d'utiliser. Yes. Et justement, moi, il y a un truc qui me fascine. J'ai beaucoup bossé avant sur l'ancienne boîte que j'avais. On faisait beaucoup de IA, tu vois. Ouais. Et pour éduquer l'IA, il y a des gros sujets, forcément, de données. Il faut avoir un maximum de données, perso, pas perso, pour pouvoir éduquer une intelligence artificielle. Alors, je sors un peu du sujet de la prospection, mais je trouve ça extrêmement intéressant. Par exemple, quand tu fais tourner des modèles d'algorithmie dans l'IA pour des smart cities, c'est-à-dire dans les villes maintenant, tu vas avoir des caméras partout qui vont regarder voilà, ce que font les citoyens, est-ce qu'il y a un départ de feu, est-ce que le feu rouge n'a pas été grillé, bref, il y a tellement de choses que tu peux faire. Mais finalement, toute cette donnée-là, elle est traitée, elle est captée. C'est la donnée de la rue, c'est de la donnée visuelle. Mais qu'est-ce que tu as le droit, en fait, en termes de data, toi, tu vois, quand tu captes ça, qu'est-ce que tu as le droit de conserver pour analyser? Et est-ce que tu as le droit de montrer du doigt que cette donnée personnelle appartient à telle personne? Et compliqué de te répondre comme ça parce que ça peut dépendre de plein de paramètres. Ouais. Donc là, c'est compliqué de te donner une réponse. Je te donne un exemple, là, par exemple, qui est passionnant, c'est la note sociale en Chine. Ouais. Le fait que les gens soient notés socialement sur je te rassure, en Europe, c'est impossible. Voilà. Mais c'est pour rassurer les gens que tu vois, j'aborde ce sujet. Ouais, non, ça, c'est strictement impossible. Ouais. En Europe, grâce au RGPD notamment, c'est interdit. Ouais. C'est une chose pareille. Okay. Donc la problématique se pose pas. Après, tu peux faire du machine learning sans problème avec des data. Machine learning, hein, c'est pour donc faire comprendre un algorithme pour qu'il puisse devenir de l'IA entre guillemets. Donc on lui donne du contenu en fait. Pour ça, on peut lui donner plein d'images et ça, c'est possible, mais uniquement si on a bien informé les personnes de plein de choses, etc. Que les personnes éventuellement, s'il y a de la biométrie, par exemple sur les visages, et ben, pour le coup, il faut l'accord des personnes. Voilà, donc c'est possible, mais il y a des garde-fous. Ouais. Et il y a des sujets d'éthique et morale qui sont énormes dans ce. Ouais, c'est un peu il y a pas mal de sujets effectivement aujourd'hui dans le tertiaire, de toute façon, c'est ce qui développe pas mal. Juste sur la prospection commerciale, j'aimerais dire un truc qu'on n'a pas dit. C'est qu'on a dit tout à l'heure que la prospection commerciale, en gros, il y a une dichotomie, donc B2B, B2C. C'est-à-dire que B2B, on a le droit de faire la prospection commerciale à peu près sans trop de limites. B2C, on en a. Il faut savoir que cette limite B2C, c'est-à-dire le fait de l'opt-in, c'est-à-dire le fait d'avoir le consentement préalable pour faire de la prospection commerciale en B2C, il ne marche pas pour tout. C'est-à-dire que ça, c'est ce que pensent les gens, mais typiquement, il marche pour ce qui parle le plus, évidemment, et ce pour le quoi tu fais le plus de prospection commerciale, mais email, SMS. D'accord ? Ouais. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que typiquement, la voie postale ou le téléphone fixe ou le téléphone même normalement portable, en fait, il n'y aurait pas forcément de prospection, puisqu'on dit SMS et il n'y aurait pas d'opt-in, je veux dire, puisqu'on dit SMS et email. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que je vous dis d'appeler sur les téléphones portables, parce que en fait, les gens ne le supportent tellement pas que de toute façon, vous allez. Intéressant, ça, je ne savais pas du tout, tu vois, que ça ne s'appliquait pas, parce que par exemple, au courrier, le courrier est un canal extrêmement efficace, parce que tu as 100% de taux d'ouverture.
quasiment. C'est vrai. Et en plus, sur des boîtes traditionnelles ou quoi, ça défonce. Et là, ça ne s'applique pas du tout. Non, c'est pour ça que, par exemple, tu as beaucoup d'associations qui vont avoir ton nom dans une base et qui vont faire de la prospection commerciale via courrier, où tu vas avoir ton nom, ton prénom, c'est pas un simple flyer. Donc, tu as la limite, encore une fois, donc l'opt-in, il n'existe que en B2C et que pour email, SMS. D'accord. Ok. Donc, mais après, boîte postale, ce qui va peut-être se passer, c'est qu'ils sont en train de prévoir une loi là pour faire. Aujourd'hui, il fallait mettre stop pub pour que les gens. Parce qu'il y avait des gros abus déjà. Il y avait des gros abus. Donc, en fait, aujourd'hui, tu pouvais mettre toi, si tu fais toi une action positive, tu mets stop pub sur ta boîte aux lettres, on est censé pas te mettre de prospection. Et ce qu'ils veulent faire là, c'est non plus stop pub, mais oui pub. En gros, détruire la prospection commerciale par voie postale parce que personne n'ira mettre un autocollant sur sa boîte email disant oui pub. Et donc là, ils font des tests pour savoir si c'est ça, le but étant de tuer la prospection par voie postale, mais pour l'heure, c'est encore le cas. Voilà. Et après, le téléphone, hein, c'est pour ça que plus personne n'a de téléphone fixe, parce que tout le monde se fait harceler au téléphone. Puisqu'en fait, il n'y a pas de consentement préalable à avoir pour prospecter par téléphone. Ceci dit, il y a un truc qui s'appelle Blocktel. Donc là, c'est quoi? C'est pareil, c'est à vous, consommateurs, de faire la démarche. C'est-à-dire, je m'inscris sur Blocktel, je dis mon stade numéro de téléphone ne peut pas être contacté, et les opérateurs qui font de la prospection commerciale ont l'obligation de regarder d'abord le fichier Blocktel pour voir si on n'est pas dedans, et ils n'ont pas le droit de vous appeler si vous êtes dedans. Ah, mais c'est génial ça, je vais aller faire ça direct après. Bah ouais. C'est Blocktel, c'est gratuit, c'est pour tous les consommateurs. Ok. Il ne faut pas hésiter. Ok, bah, je me le suis noté, je le ferai tout à l'heure. Voilà. J'avais un outil du coup pour repartir, tu vois, sur un côté hyper pratico-pratique. C'est parce que c'est comme tu disais, c'est beaucoup question d'outils, quel outil respecte quoi. Et il y a un outil qui est hyper connu, qui s'appelle Phantom Buster, qui est ultra connu. Hein. Mais pourtant, moi, de mon point de vue, je ne suis pas un spécialiste, mais quand je regarde le nombre d'applications sur lesquelles tu peux scraper avec un Phantom Buster, il y en a certains, c'est quand même à la limite de la légalité. Non? Alors, déjà, je précise que Phantom Buster, je ne les accompagne pas, donc je ne sais pas. Tu vois, non, mais là où je veux. C'est pas dire qu'ils sont nuls. Non, ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas eu vraiment l'occasion d'aller de voir le fond des choses pour savoir s'ils ne sont pas conformes ou pas. Ceci dit, de souvenir, hein, après, parce que je ne veux pas du tout dénigrer des boîtes, c'est pas du tout le but, de souvenir quand on leur demande, parce qu'en fait, on doit contrôler les prestataires techniques. Donc nous, pour le client, on le fait. On va vérifier, par exemple, si son outil est conforme ou pas. De souvenir, pour du Phantom Buster, si je ne me trompe pas, chaque fois qu'on leur demande des éléments, ils disent qu'ils ne nous les donnent pas, parce qu'en fait, voilà, ils ne sont pas conformes. En fait. Et c'est qui est responsable? C'est le mec qui développe l'outil? C'est la personne qui l'utilise? C'est d'abord la personne qui l'utilise. D'abord. Parce qu'encore une fois, toi, tu es censé avoir fait cette démarche. Et par exemple, si on te dit, tu es censé avoir vérifié s'il était conforme, et s'il ne l'est pas, ou si du moins tu as des éléments qui te permettent de douter, tu es censé ne pas l'utiliser. Donc, là où tu peux attaquer l'outil, c'est si l'outil te dit « Ah bah non, je suis conforme 200%, compliant 200%, j'ai le label compliant, je te dis que je suis compliant dans tous mes trucs », ce qui est le cas de beaucoup, hein, ils vous disent à peu près tout ça. Voilà. Et en fait, là c'est mon contractuel hardcore, parce qu'en fait, ils te vendent quelque chose qui est pour le coup, pour eux, un élément essentiel. C'est un élément essentiel, c'est je respecte leur RGPD. Donc toi, tu vas les acheter parce qu'ils respectent leur RGPD. En fait, ils ne le font pas. Donc là, pour le coup, c'est toi qui vas te faire taper, mais tu as le droit de faire un recours. Mais tu te feras quand même taper dessus. Hein. C'est quand même toi qui te feras taper dessus. Et est-ce qu'on peut inculquer, alors là, je vais encore plus loin, mais vraiment une question qui me démange depuis des mois. Je me dis, est-ce que c'est pas la responsabilité, finalement, à ces plateformes, tu vois, LinkedIn, Facebook, Instagram, Pinterest, là, tout ce que tu veux, finalement, ils ont la capacité, eux, d'aller couper leur API. Tu vois, d'aller fermer les vannes sur la possibilité de scraper de la donnée. Et le fait que ça soit scrapable, est-ce que c'est finalement la responsabilité aussi de ces plateformes-là de devoir verrouiller le système, hein, comme a déjà pas mal fait Facebook, mais
par exemple, dans l'API Facebook, tu peux toujours aller scraper les membres des groupes, quoi. Ce qui est... En fait, non, parce que en fait, le scrapping, il n'est pas nécessairement d'office interdit, contrairement à ce que des personnes pensent. Le RGPD, il interdit pas le scrapping. Hein. Ouais. Le scrapping, c'est interdit par des boîtes. En fait, le scrapping, tu peux l'interdire déjà. T'es pas obligé. Je reprends par étapes. D'abord, parce qu'il y a plusieurs éléments. D'abord, en scrapping, une boîte, elle n'a pas l'obligation de mettre des éléments techniques pour empêcher le scrapping. Elle a juste à mettre dans le contrat qu'elle a avec toi, tu n'as pas le droit. Si tu le fais, c'est ton problème. D'accord ? Mais ça, c'est vrai. Tu ne peux pas imposer à la boîte de mettre en place ces trucs-là et tu ne peux pas reprocher à une structure disant bah non, vous n'aviez pas tous les éléments. C'est comme si tu avais un pirate, par exemple, qui va hacker une boîte. Il va dire bah ouais, je vous ai hacké parce que c'était pour vous montrer que vous n'étiez pas assez fort. Il y en a qui font ça, mais ça empêche que c'est du hacking, c'est du pénal. Donc voilà, ça change pas grand-chose. Et ça ne change pas grand-chose qu'ils n'étaient pas assez. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, donc le scrapping, le RGPD, il n'interdit pas le scrapping. Le scrapping, ça peut être interdit par des plateformes, justement dans les CGU, uniquement pour une seule raison, c'est les manquements non pas au RGPD, mais à la propriété intellectuelle. Je m'explique. C'est quoi le problème du scrapping? C'est le fait de faire de la contrefaçon d'une base de données. Je fais une base de données, par exemple, je suis halluciné, je fais une base de données, j'utilise un outil de scrapping pour reprendre toute leur base de données qu'ils ont constituée depuis 20 ans. Ça s'appelle, pareil, de la contrefaçon, c'est du pénal, c'est interdit. Voilà. Par contre... D'accord. Ça, j'en connais un paquet qui ont fait ça. Ouais, ça, si tu te fais choper... C'est un des plus connus, Airbnb. Airbnb, ils ont fait ça sur Craigslist. Ouais. Ils ont copié-collé tout Craigslist et ils l'ont foutu chez eux. Ouais, peut-être, écoute, hein, mais normalement, il ne faut quand même pas le faire parce que si tu le remarques, tu n'es quand même pas bien. Je répète, c'est du pénal. Hein. Du coup, là, donc on est quand même dans d'autres sphères. Ça, c'est la première chose. Et donc, en gros, le scrapping, ce n'est rien de plus qu'un outil qui permet, au lieu que tu l'écrives à la mano, c'est un ordinateur qui l'écrit à ta place. C'est juste, ça va plus vite. Donc, le scrapping n'est pas interdit. Donc, avoir un outil qui scrape quelque chose ne fait pas de lui un outil interdit. Ce qui fait un outil interdit, c'est qu'il aille scraper ce qui est, pour le coup, autorisé à être scrappé ou ce qui ne l'est pas. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Tu utilises un outil qui va choper des numéros de téléphone, des adresses email perso qui sont derrière le système, qui n'ont pas vocation à être publiques, là, il fait quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire. Ouais, clair, hyper clair. Est-ce que, une autre question, je vais te noter, c'est est-ce que les liens de désinscription dans la partie copywriting, du coup, je reviens sur l'autre partie, sont obligatoires? Parce qu'aujourd'hui, moi, par exemple, sur le premier mail, je ne le mets pas, mais si je fais une relance, je le mets. Tu vois, je suis à la limite du truc, mais... Alors, parce que si je le mets sur le premier, j'ai moins de résultats. Ils comprennent de suite que c'est un commercial. Alors, le truc, c'est que de toute façon, tu n'es pas obligé de mettre un lien de désinscription. Je vais juste être précis là-dessus. C'est parce que nous, on a eu affaire à cette histoire. C'est pour ça que je préfère ce là. C'est que, déjà, pour commencer, et pour te dire, non, tu n'as pas le droit de faire ça. Le principe, c'est que tu dois toujours donner un moyen de se désinscrire dès le premier temps, toutes les communications commerciales, que ce soit la première comme la dernière. D'accord ? Donc, voilà, donc tu dois donner un moyen. Et en plus, moi, je t'avoue, quand je reçois ça, ça m'énerve. Moi, j'ai pas donné de moyen à part le fait qu'ils répondent, quoi. Voilà, moi, ça m'énerve. Je le mets direct en spam. Moi, je suis gentil dans mes messages. Et en gros, là où je veux en venir, c'est que par contre, tu n'es pas obligé que ça prenne la forme d'un lien. Tu vois, ça peut être justement répondez stop, ça peut être n'importe quoi. Mais c'est donner un moyen à la personne facile pour qu'elle puisse s'opposer. Et pourquoi je précise juste ça? C'est parce qu'en fait, nous, au début, on mettait justement pas un lien, on disait envoyer stop à tel mail. Pourquoi? Parce qu'en fait, les liens, c'est relou, ça marche pas bien, ça va chez un prestataire que tu connais pas. Il y a des fois, ça marche mal. Franchement, je trouve que c'est pas une super pratique en réalité. Il y a des fois, tu arrives, tu as un lien et tu es obligé de décocher 15 trucs, c'est l'enfer. Donc finalement, je trouve que c'est beaucoup plus simple de répondre juste stop, par exemple. Ça prend 10 secondes, c'est fini. Mais en fait, on s'est fait défoncer, si je peux parler comme ça, par quelqu'un qui ne connaissait pas les règles parce qu'il pensait qu'on avait obligatoirement un lien de désinscription, que opt-out, c'est-à-dire donc l'obligation de laisser un moyen de se désinscrire,
valet bouton des inscriptions. Et nous, on avait beau lui expliquer que c'était pas ça et qu'en fait, juste c'est un moyen c'est de donner le moyen de se désinscrire et finalement celui-là, il est même peut-être plus mieux. On s'est fait massacrer. Le mec a voulu faire un buzz sur Internet et tout. Donc maintenant, vous n'êtes pas obligé. Donc, mettez un lien, c'est mieux. Il y en a qui sont chauds là-dessus. Il y en a qui connaissent pas les règles et qui donc pensent connaître les règles et qui voilà, c'est encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure entre le B2B et B2C. B2B, vous avez tout à fait le droit effectivement de faire de la prospection commerciale sans consentement préalable. Néanmoins, il y a des personnes qui ne le comprennent pas et qui ne le savent pas. Donc, vous avez beau respecter le RGPD, vous pouvez vous recevoir un mail assez hardcore. Ouais. Pour revenir sur la partie base de données, le contrôle, quand ils font un contrôle, par exemple, tu as des mails professionnels, tu as des mails perso, mais qui sont en réalité des mails professionnels dans ta base de données à toi. Quand ils viennent faire un contrôle, comment ils vont pouvoir te dire que tu parles de la CNIL ? Ouais. Alors, déjà, la première chose qu'ils vont faire, en fait, c'est que si la CNIL vient chez toi, c'est parce qu'elle a reçu des plaintes. Ah, ok. Ça, c'est intéressant. Ok. Donc, c'est bien, ils ont pas encore fait pêcher. Non, mais après, tu peux avoir tu peux avoir des contrôles inopinés, ça existe, mais c'est relativement rare. Okay. En général, tu reçois plutôt une lettre de mise en demeure où tu as l'objet d'un contrôle parce que tu es dans l'œil du cyclone. Soit tu es dans l'œil du cyclone parce que tu es un acteur qui traite plein de data comme du Google, comme du machin, ou alors que tu es un des acteurs du moment dans le secteur qu'elle veut taper, typiquement la prospection commerciale, pour faire un exemple, par exemple. Ou alors elle fait sur plainte. Et justement, le principe, c'est qu'en fait, les plaintes, tu peux en faire facilement en ligne sur la CNIL, ça prend 10 secondes. Donc voilà. Donc en fait, c'est pas des plaintes d'ailleurs, c'est plutôt des notifications en fait. Et au bout d'un certain nombre de notifications, imaginons, tu as un outil, tu as une structure qui fait n'importe quoi, elle reçoit, et les personnes se plaignent, il y en a plusieurs, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bah là, tu es sûr de recevoir l'objet d'un contrôle ou de demande d'observation. Et qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va te demander toutes tes listes de bases de données, à tout te demander, à demander tous tes mails, toute ta manière de faire, toute ta base d'opt-out et compagnie, puis tu as intérêt à tout avoir et à pouvoir démontrer. Quoi. Ok, ouais, ça peut être violent, quoi. Ça peut être un peu violent. Ouais, ok. Et une question de juridiction, tu fais, par exemple, moi j'ai des clients dans la Silicon Valley. Okay. Ouais. Si je fais de la prospection aux États-Unis, mais que finalement, avec du coup d'autres règles, c'est pas les mêmes, c'est pas non plus les mêmes règles. Est-ce que c'est ce qui compte, c'est où est basée la donnée, où est basée la société qui exerce. Si je suis obligé d'appliquer les règles RGPD, même si je travaille avec 100% States. Non, justement, tu as raison. En fait, le RGPD, il s'applique que pour les structures, pour les flux entrants, on va dire. C'est sortants, pardon. Ok, c'est intéressant. Voilà, en gros, c'est-à-dire que si tu es une boîte américaine qui traite de la data en Europe, ouais. Là, tu es soumis au RGPD. Par contre, si tu es une entreprise américaine qui ne traite que des data aux États-Unis, tu n'es pas soumis au RGPD. Ou alors, pour faire encore plus simple, imaginons que tu as une structure qui fait les deux. Imagine que tu as une structure, elle a un marché européen, un marché américain. Ouais. Dans le marché américain, tout ce qui s'occupe de l'américain, et c'est pareil, par exemple, c'est une entreprise américaine basée là-bas, en fait, tu fais à peu près elle fait à peu près ce qu'elle veut là-bas. D'accord. Okay. Par contre, si elle veut aller shooter des gens en Europe, là, elle est obligée de respecter le RGPD. Ouais. Est-ce que... je continue sur ça. Vas-y, je t'en prie. Est-ce que les VPN fonctionnent légalement? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est un truc. Mais par exemple, je prends Cold CRM, l'exemple de Cold CRM. Indisponible en France, en Europe. Mais il y avait plein de personnes qui l'utilisaient quand même parce qu'ils avaient un VPN américain. Donc, mais ça ne change rien parce qu'en fait, c'est pas l'outil là qui doit respecter l'outil doit respecter le RGPD déjà, mais c'est surtout que là, qui l'utilise, la seule qui l'utilise, c'est une structure qui va shooter des gens au sein de l'Union européenne, donc elle est soumise au RGPD, donc elle doit respecter toutes ces règles-là. Donc en fait, pour faire très simple, une entreprise qui est en Europe, de toute manière, elle a effectivement moins de possibilités, elle est beaucoup plus restreinte en termes de prospection que ne l'est une entreprise américaine.
Ouais. ou chinoise. Donc ça, c'est indéniable, même si les choses vont, je pense, changer dans les prochaines années. Mais bon, ceci dit, avec la Cour suprême qu'ils ont, on n'est pas sûr. Mais voilà. C'est clair. Ce sera plutôt état par état, vu comment c'est. Mais il y a déjà la Californie, qui est un État qui a mis en place une réglementation spécifique protection des données. Ok, très clair. Et il y a une limitation de protection de données à un certain âge? Alors, oui, normalement, tu n'as pas le droit de traiter de data en France de personnes de moins de 15 ans, sans leur autorisation. Voilà. Donc, en fait, tu peux pas. De toute façon, ça serait du B2C, donc de toute façon, le problème est réglé. Mais en B2C, effectivement, tu as des règles un peu spécifiques où là, faut aller, si on veut aller shooter du mineur, il faut vraiment, pour le coup, respecter quand même des bonnes règles et qu'il soit bien informé. Ok, c'est intéressant aussi parce que c'est vrai que, là, par exemple, pour nous, hein, clairement, à un moment donné, on va essayer d'aller voir des lycéens, tu vois, mais c'est pareil, en termes de données, c'est impossible. C'est très compliqué. Bah, ce qui est compliqué, c'est de l'acquérir. Ouais. En fait, l'acquérir de manière licite. Voilà, c'est ça le truc. Parce qu'après, l'acquérir de manière illicite, on sait faire, mais on va pas faire. Ouais, non, je le ferai pas à ta place. Voilà. Donc, non, ouais, c'est pour ça qu'en B2C, il faut faire des événements, des salons, des machins, des événements dans les lycées, j'en sais rien. Devenir influenceur. Voilà, influenceur et compagnie. Là c'est bon. Bon, ok, merci. Je sais pas si moi j'arrive en cours de questions, en vrai, mais c'est super intéressant comme sujet, tu vois, de rentrer dans tous les points. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Peut-être Raphaël, tu veux continuer sur des points en particulier? Non, de toute façon, on arrive à la fin du webinaire. Yes. Donc, quelqu'un a une question? Il y en a qui sont timides, hein, vous pouvez écrire un message sinon dans la messagerie. Mais... non, personne. Ah, quel est le rôle d'un DPO? Alors, un DPO, c'est un délégué à la protection des données. Donc, effectivement, c'est ce que nous allons faire. Délégué à la protection des données, c'est le spécialiste, c'est le juriste dédié au sein d'une structure alors qui peut être externalisé. Alors, je recommence, parce que je vous dis n'importe quoi. Donc, le DPO, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a un DPO qui est externalisé, un DPO qui n'est pas externalisé. Déjà, un DPO, c'est quoi? C'est un délégué à la protection des données. Son outil, donc son objectif, c'est le chef d'orchestre du RGPD au sein d'une structure. Donc, c'est vraiment celui qui va s'assurer que le RGPD est bien respecté au sein d'une structure. Ce DPO, il est obligatoire dans certains cas, et pas dans tous. Il est obligatoire si vous êtes, par exemple, une entreprise, une structure de droit public, donc une commune, un lycée, une collectivité doivent obligatoirement avoir un DPO. C'est obligatoire aussi si vous traitez des données qui sont considérées comme sensibles, donc tout ce qui va être données de santé, données opinion politique, orientation sexuelle et compagnie. Et vous avez aussi l'obligation, dans certains cas, quand vous traitez beaucoup de data, dans des cas très particuliers, mais de toute façon, pour faire très simple, si vous êtes un outil SaaS qui traite des données des autres, il vous faut un DPO, c'est quasiment obligatoire parce que ça vous sera demandé de toute façon par vos clients qui vous imposeront des négociations entre DPO. Et pour finir, le DPO peut être interne ou externe. Il y a un gros mouvement plutôt d'externalisation, donc c'est nous ce qu'on fait. Pourquoi? Parce que nous, par exemple, on est DPO de 150 structures. Donc, en fait, on voit bien, et pourtant, il y a des groupes, etc. Donc, on voit bien que on n'est pas obligé d'être une personne pour une structure. Souvent, ça ne sert pas grand-chose. Donc, c'est mieux d'avoir des experts, mais externalisés, qui vont faire ce travail pour vous. Et nous, typiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on est le juriste dédié au sein de pour la structure. On fait tout à visio, mais c'est comme si on était là, vous tapez à la porte et on répond soit par mail, soit par Slack, soit par n'importe quoi. Ok, super clair. Et c'est un métier qui est jeune, qui est né à ce moment-là, ou c'est déjà quelque chose qui existait déjà avant? Non, c'est une très bonne question. En fait, c'est un métier qui a plutôt changé. C'est-à-dire qu'en fait, le DPO en tant que tel n'existe que depuis le RGPD. Mais avant, tu avais quelque chose qui s'appelait le correspondant informatique et liberté, le CIL. Mais en fait, il y avait très peu de gens. Comme non, ça. Ouais, c'est marrant. J'aime bien aussi. Mais voilà, il n'y a plus personne qui est CIL. Ouais, ça faisait un peu armé, mais non, là, ça s'écrivait pas pareil. Mais il n'y a plus personne qui aujourd'hui, donc les CIL n'existent plus, c'est plus que les DPO. Les DPO ont beaucoup plus de pouvoir. Donc, en fait, c'est devenu un vrai poste.
Mais ce qui est amusant et ce qu'on a vu et ce qu'on a identifié au début, c'est que tu verras peut-être toi dans ta vie future que tu as deux catégories de DPO. Et tu en as une qui est en voie de disparition, même si je lui fais un peu mal en disant ça, mais c'est un peu vrai. En voie d'extinction, c'est les DPO qui ne sont pas juristes. Parce qu'en fait, quand le RGPD est arrivé, il y avait une croyance que le RGPD, c'était de la technique et de la sécurité et pas du juridique. Alors qu'en fait, le RGPD, c'est du droit. C'est un texte de droit, c'est comme si, voilà, c'est le code civil. Dans le code civil, tu as des aspects techniques. C'est pas pour ça que le code civil, pour le faire appliquer, tu vas prendre un prestataire technique. Et c'est exactement pareil. Et donc, en fait, tu as plein de prestataires informatiques qui sont mis sur le coup au début. Ils disent non, je suis RGPD, je sais faire le RGPD, je suis DPO et compagnie. Chaque fois, c'est la cata. Ah non, et à chaque fois, c'est la cata, parce qu'en fait, chacun son métier. C'est comme si moi, je te fais un test d'intrusion, je pense que tu ne seras pas tranquille. C'est pareil. Et donc, en fait, ils sont en train de faire un peu... ils sont en train de disparaître au fur et à mesure, remplacés plutôt par ceux qui se traitaient le sujet avant, c'est-à-dire les avocats, quoi. Ok. Donc, il y a vraiment un changement dans le métier, là. Il y a un mouvement, où en fait, mais il y a un gros mouvement aussi, là, où qu'avant, c'était plutôt les avocats qui faisaient ça. Et en fait, là, il y a des cabinets. Moi, j'étais avocat avant. J'ai quitté le cabinet pour créer DPO, où là, nous, on est un cabinet de DPO externalisé. Ouais. Ça se développe, comme je te dis, ça se développe beaucoup plus. Ok, c'est super intéressant. Et les écoles, du coup, comment ça se passe? Tu as un certificat particulier? Tu as une école particulière? Alors non, il n'y a pas d'école. Tu peux avoir une certification AFNOR et compagnie, mais c'est un peu du bullshit, pour être parfaitement clair. Non, mais c'est du bullshit parce qu'en fait, il suffit d'avoir été 2 ans un peu dans le RGPD, il ne vérifie pas. En gros, tu as été 2 ans en numérique, tu n'as jamais fait de RGPD, tu as le droit de passer le truc. Et après, c'est que un QCM de par cœur. Donc, tu peux être très mauvais et l'avoir quand même. Non, en fait, il n'y a pas de... Ce que dit le RGPD, c'est vraiment encadré, quoi. Non, ce que dit le RGPD, c'est qu'il faut les compétences. Je sais qu'en Grèce, il y a une condamnation, une boîte qui s'était condamnée parce qu'elle avait mis justement un prestataire informatique qui n'y connaissait rien, en fait, comme DPO. Mais bon, la réalité, c'est qu'il faut faire droit, il faut faire un même de droit en nouvelle techno, et sinon, ça sert à rien. Ouais, ok. Ah, c'est marrant, ça. Donc, potentiellement, n'importe qui peut arriver, et s'il se chauffe sur le RGPD... C'est ça, mais je vous dis, moi je recommande, et je dis pas ça pour nous, nous on ne recrute pas pour être DPO nous dans notre boîte, si les gens n'ont pas fait un M2 de droit nouvelle techno, on les prend pas. On reçoit plein d'offres de techos, mais ils sont pas compétents. Je prépare ma reconversion, alors c'est bon. Ouais, mais je t'attends. Ah non, vive l'entrepreneuriat, putain. Ok, une autre question, en tout cas, c'était intéressant. Tu vois, Petite dernière question. Nope. Moi, j'ai passé vraiment un super moment, parce que, en fait, c'est un sujet... qu'est-ce qu'un sous-traitant? Non. Je crois que c'est ça. Alors, sous-traitant, c'est quelqu'un qui bosse pour quelqu'un d'autre. Ouais, et au niveau RGPD, c'est quelqu'un qui traite les données d'un autre pour le compte d'un autre. Donc, typiquement, tous les outils dont on a parlé depuis tout à l'heure, les outils de prospection commerciale, ce sont des sous-traitants au sens du RGPD. Voilà, c'est quelqu'un qui va traiter les données pour le compte d'un autre et il a des obligations par rapport à son client qui va être l'utilisateur, par exemple, de l'appli ou de l'outil B2B. C'est une obligation à respecter. Et tu vois, tout ça, on baigne dedans. Mais en vrai, je connaissais même pas la moitié de ce que j'ai appris aujourd'hui. Et ça me rassure pas, en vrai. J'imagine. Ouais, non, mais ça me rassure pas dans le sens où je me dis merde. Nous, on est une toute petite boîte encore. On n'est pas nombreux chez Conquistador. Mais je me dis, mais le marché, surtout que la prospection commerciale avec du scrapping comme ça, aujourd'hui, est en train de devenir la norme. Mais finalement, il y a plus de 90% du marché qui n'est pas du tout aux normes. Et je ne sais pas si ça va évoluer. Les gens vont peut-être plus se conformer, mais ça demande des sanctions, quoi. Exemple, pour que les gens se conforment, à mon sens. Je ne sais pas. Je sais pas si... Est-ce qu'il y a eu une vraie différence après et avant RGPD dans la manière de faire les choses dans les entreprises? Rien à voir.
Ouais, Mais rien à voir, mais en fait, ça vient pas des contrôles. En ouais, fait, étonnamment, ça vient. En fait, nous, ce qu'on constate, c'est que le risque de nos clients, c'est pas le risque CNIL, c'est le risque client, justement. C'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a vraiment un changement des mentalités ouais. en termes de prospection commerciale. Tout à l'heure, tu parlais des risques liés à la Chine, tout ce qui est sécurité et compagnie. C'est des sujets qui, tu vois, il y a 10 ans, qui n'inquiétaient personne. Ouais. Moi, il y a 10 ans, quand j'étais en M2 de droit, on me disait données personnelles, oh, j'ai rien à cacher. On voit bien qu'aujourd'hui, personne ne me dirait ça. À l'époque, tout le monde me disait ça. Il y a eu plein de scandales depuis, Cambridge Analytica, les machins, les compagnies. On a vu que le Brexit, Trump, tout ça, ça a été quand même très influencé par des algorithmes qui ont poussé des choses, des fake Moi, news. j'ai un exemple qui est d'une gravité extrême. C'est en Iran, ils ont fait un algorithme qui va scanner les réseaux sociaux, les images et tout. Et à 95%, il sait si tu es homosexuel ou non. Ah ben voilà. Ok. Et du coup, ben, forcément, dans un pays où c'est la peine de mort, ben, tu as intérêt à faire attention à ce que tu mets sur les réseaux. Et C'est tu vois, ça. ça c'est un exemple qui est Ah, c'est un terrible, très mais bon qui exemple. est Et c'est vrai. un très bon exemple qui montre le danger d'une société sans protection des données. Et c'est vrai que là-dessus, l'Union européenne, elle a quand même fait fort parce qu'en fait, le monde entier maintenant, enfin tous les pays démocratiques commencent à essayer de copier parce qu'ils se rendent bien compte des risques qu'il y a, des dérives qu'il peut y avoir. Et donc, c'est plutôt là qu'est venu le déclic et les changements. Le RGPD, en fait, il a suivi ce mouvement. Il est arrivé au moment où justement les gens commençaient vraiment à avoir ce souci-là. Mais tu vois, le tout début a été un peu même mollasson. Au début, finalement, il y a peu de structures qui se mettaient un peu en conformité. Tout à l'heure, on a bien dit qu'il y avait 90% des boîtes qui devaient être à peu près nulles. Ça ne veut pas dire qu'elles sont nulles, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne font pas attention. Il y a vraiment un changement de mentalité, et nous on le voit, hein, parce que sinon on n'aurait pas eu 150 clients en un an. Ouais, clairement, exactement. Voilà. C'est un vrai marché, ouais. Et Voilà. alors, bon, après j'arrête, hein, mais Non, non, vas-y, la dernière question. c'est finalement une question de morale aussi, parce que moi j'habitais en Asie pendant 2 ans et demi, tu vois, j'avais ma première boîte au Vietnam. Et tu prends par exemple un pays comme la Chine, finalement ou même l'Asie, Asie du Sud-Est, Chine, c'est un pays dans lequel en fait, cette notion de protection des données est complètement absent, et l'individu en tant que tel, tu vois, je veux dire, c'est culturel. Et, euh, et du coup, à partir de là, eux, ils ont leur propre système, donc qui s'applique quand même rien qu'en Chine, je sais pas combien de milliards de personnes maintenant, mais qui a un système complètement parallèle à celui qu'on a développé aux États, en Europe, et puis qui va s'appliquer très certainement de plus en plus aux États-Unis. Mais peut-être que la Chine, aujourd'hui, a aussi des unfair advantages. Ils ont des avantages, notamment dans l'IA, dans plein de choses, dans le médical, euh, pour aller entraîner justement des IA, faire des recherches extrêmement poussées, beaucoup plus rapidement que les Européens ou les Ouais, Américains. alors après, Mais ça pose tu vois, une oui, balance. mais alors ça, c'est des trucs qu'on lit souvent, mais qui pas si vrai. C'est-à-dire qu'en fait, Ok. typiquement en médecine, tu as le droit, c'est juste que tu dois, oui, tu vas perdre une semaine, quoi. Tu vois, en respectant bien et en t'assurant que tu as bien les bonnes choses, mais dans l'absolu, il y a plein d'études cliniques, on a plein de clients dans la santé et plein d'études cliniques où c'est juste, on va s'assurer que justement tout est bien conservé, qu'il n'y a pas les risques pour les homosexuels, les machins, n'importe quel type de discrimination, comme tu le disais tout à l'heure. Mais en fait, c'est pas du tout le RGPD n'est pas du tout un frein à l'innovation, contrairement à ce que les gens pensent. Aujourd'hui, c'est même alors, la recherche, il n'y a pas vraiment de problème parce qu'il y a des protocoles de recherche, il y a plein de possibilités de faire de la recherche en fait, et il n'y a rien qui l'interdit en France, en Union européenne. Mais pareil, par exemple, tout à l'heure, on parlait de tout ce qui est prospection commerciale, on disait que ça pouvait être un frein. La réalité, c'est que ce n'est pas vraiment le cas. Aujourd'hui, c'est plutôt les boîtes américaines qui sont en train de prendre cher parce qu'elles ne respectent pas le RGPD. Et s'il y a autant de structures européennes qui commencent à exploser, que ce soit en France ou ailleurs, et des alternatives à des Américains, c'est uniquement parce qu'elles fournissent une alternative à un Américain pour avoir la souveraineté numérique. Et donc, c'est plutôt aujourd'hui un désavantage pour les Américains de ne pas respecter. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit un gros mouvement chez les boîtes américaines où ils essaient de plus en plus de respecter, parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'ils sont en train de perdre des marchés. Ok. Et Ouais, donc, forcément, le marché européen, c'est quand même le premier marché mondial. Donc, tu n'as pas envie de le perdre.
Ouais, ça 500 millions d'habitants, mais avec un niveau de plus vie riche. quand même. Et c'est ça, exactement. C'est ça. Donc, voilà. C'est comme ça. Ok, super. Bon, 6 personnes à la question. Ah si, il y avait le contrat sous-traitance, mais C'était quoi ça, la on sait pas. question? C'était quoi la question? Et le contrat de Pas de sous-traitance, ça sert à quoi? sous-traitance. Alors, donc comme j'ai dit tout à l'heure, un sous-traitant, il faut le contrôler, il doit respecter le RGPD et compagnie. Un sous-traitant, il a l'obligation, notamment, d'avoir dans ses contrats un document un accord qui va être soit annexé, soit être indépendant, un accord qui régit l'utilisation des données personnelles entre lui et son client. Et c'est obligatoire, ça. S'il ne l'a pas, c'est-à-dire que déjà, vous savez tout de suite si votre prestataire il n'est pas conforme. Si un prestataire il n'a pas ce contrat de sous-traitance que maintenant tout le monde appelle Data Processing Agreement, si vous ne l'avez pas, et que vous êtes sous-traitant, ou s'il n'est pas en ligne, tout de suite, on va partir du principe que vous n'êtes pas conforme. Donc nous, par exemple, tous nos clients, on leur demande de mettre le DPA, Data Processing Agreement, en ligne. Parce que c'est quelque chose qui est obligatoire. Voilà. Et donc, c'est prévu par l'article 28 et ça prévoit un certain nombre d'obligations. Super clair. Voilà. Bon, merci 1000 fois, Raphaël. Merci Camille, merci, avec plaisir. Merci à toute la team chez vous là pour le temps. Et puis ouais, pour avoir traité un sujet comme ça, on a fait 2-3 dérives en dehors de la prospection, mais globalement là, je sors avec la tête claire sur toutes ces règles, quoi. Bon, cool. N'hésite pas si tu as des questions. Ouais, je mettrai le webinaire en ligne. Si tu le souhaites, bien sûr. sur YouTube, tout ça, dans notre application aussi. On a une application où on essaie d'éduquer les gens au maximum à l'entrepreneuriat et tout ce qui tourne autour du digital. Et donc voilà. Et vraiment, ouais, au top. Je m'attendais pas, pour être très très franc, tu vois, je m'attendais pas à avoir autant d'informations. Je me suis dit, ça va être un webinaire qui va être beaucoup plus court que celui-là. Mais en fait, il y a tellement de sujets différents. Non, ouais, en général, ouais. Mais c'est marrant que tu dis ça parce que souvent les gens pensent que ça va être ennuyeux. Ouais, pas du tout. Alors. Et en fait, ça intéresse plein de gens parce que c'est un vrai sujet de société. Hein, tu vois, il y a plein de sujets. Effectivement, aujourd'hui, c'est un vrai sujet presque démocratique, quoi. Donc ça intéresse tout le monde. Ouais. Après, c'est marrant. Tu vois toujours les hypes sur certains sujets. RGPD, tu vois ça partout, mais tu vois, se dire d'aller faire un webinaire d'une heure sur un texte de loi, finalement, les gens, tu vois, ils peuvent se dire, bon, tiens, ça va être relou, mais finalement, quand tu es dedans, voilà, on essaie de rendre ça un peu plus une heure tout pile poil, en fait. On a commencé à 10, 1h05, on a fait.